Le matin du 27 janvier 2023, dans le paisible village du Lancashire de St. Michael's-on-Wyre, Nicola Bulley, 45 ans, conseillère en prêts immobiliers et mère de 2 enfants, entame une routine familière. Après avoir déposé ses jeunes filles à l'école, elle promène son Springer Spaniel, Willow, le long de la pittoresque mais faussement calme rivière Wyre. La scène est d'une tranquillité provinciale, un instantané de la vie quotidienne qui sera bientôt brisé et diffusé à travers le monde. En moins d'1 heure, Nicola Bulley disparaîtra, laissant derrière elle une série d'indices troublants et déroutants. Son téléphone portable, toujours connecté à un appel professionnel sur Microsoft Teams, est laissé sur un banc au bord de la rivière. Son chien est retrouvé à proximité, agité et seul, son harnais gisant sur le sol. Ce qui a suivi fut une recherche de 23 jours qui a captivé et perturbé une nation, évoluant d'une enquête locale pour personnes disparues à un événement médiatique mondial. Cette affaire est devenue une illustration frappante des complexités et des périls des enquêtes modernes, où une tragédie personnelle entre en collision avec les exigences insatiables d'un cycle d'information de 24 heures et le monde chaotique, souvent toxique, des médias sociaux. La disparition de Nicola Bulley a mis à nu la relation fracturée entre la police et la presse, a déclenché un débat féroce sur la vie privée et la culpabilisation des victimes, et a exposé la montée alarmante d'un nouveau phénomène, le détective des réseaux sociaux. Ce récit est une analyse définitive et exhaustive de l'affaire, reconstruisant méticuleusement la chronologie des événements, l'enquête officielle et les conclusions scientifiques de l'enquête du coroner. Il offre en outre un examen critique de la conduite de la police, du rôle des médias et des profondes questions de société qui ont émergé de la mort tragique de Nicola Bulley. Une affaire qui sert d'étude de cas historiques sur les défis de la recherche de la vérité à l'ère numérique. Si des histoires comme celle-ci qui explorent les failles de notre société et les tragédies humaines vous intéressent, assurez-vous de vous abonner à Traces perdues pour ne manquer aucune de nos enquêtes approfondies. L'enquête initiale sur la disparition de Nicola Bulley a été définie par une période de temps étroite mais cruciale. La police du Lancashire s'est rapidement concentrée sur ce qu'elle a appelé une « fenêtre de 10 minutes » pendant laquelle elle a disparu, un bref intervalle qui détenait la clé du mystère. La période de 23 jours qui a suivi, depuis le moment où elle a été vue pour la dernière fois jusqu'à la découverte tragique de son corps, a été une tapisserie complexe de travail policier intensif, d'actions communautaires sincères, de scepticisme public croissant et d'une frénésie médiatique grandissante. La matinée du vendredi 27 janvier s'est déroulée avec une séquence d'événements banals, suivis numériquement, qui seraient plus tard scrutés avec une intensité microscopique. La chronologie établie par la police du Lancashire fournit une image précise mais incomplète de ses derniers mouvements. 08-26. Nicola Bulley quitte son domicile à Inskip avec ses 2 filles. 08-40. Après avoir déposé ses enfants à l'école primaire locale, elle engage une brève conversation avec un autre parent. 08-43. Madame Bulley est vue promenant son Springer Spaniel, Willow, le long du chemin au bord de la rivière Wyre. 08-1. Elle est aperçue par un autre promeneur de chiens qui la connaissait. Leurs chiens interagissent brièvement avant qu'ils ne se séparent. 08-53. Elle envoie un email à son patron depuis son téléphone. 08-57. Elle envoie un message texte à une amie pour organiser une après-midi de jeu pour leurs enfants. 09-1. Elle se connecte à un appel de travail sur Microsoft Teams en gardant la caméra et le microphone de son téléphone désactivés. 10. La dernière observation confirmée de Madame Bulley a lieu. Un deuxième témoin, qui la connaissait également, la voit promener Willow dans le champ supérieur. 09-20. La police pense que son téléphone se trouvait à proximité du banc au bord de la rivière où il sera retrouvé plus tard. 09-30. L'appel Teams se termine officiellement, mais le téléphone de Madame Bulley reste connecté. 09-33, 09-35. Un passant découvre son téléphone portable sur le banc. Willow est retrouvée à proximité, faisant des allers-retours entre le banc et la rivière. Le harnais et la laisse du chien sont retrouvés sur le sol entre le banc et la rive. 10-50. La famille de Madame Bulley et l'école de ses enfants
sont informés de sa disparition. 11 Mac. Elle est officiellement portée disparue auprès de la police du Lancashire. La nature même de ces derniers moments connus a créé un mystère fascinant et irrésistible. La scène était profondément familière. Un parent multitâche lors d'un appel professionnel pendant une promenade de chien. Mais le résultat était totalement inexplicable. L'empreinte numérique qu'elle a laissée, en particulier le téléphone toujours connecté à l'appel Teams, a fourni un détail moderne, presque cinématographique, qui a alimenté la fascination du public. Cette combinaison de l'ordinaire et du bizarre a créé un puissant crochet narratif, un vide d'information qui, en l'absence de tout signe immédiat de crime ou de lutte, a invité à d'intenses spéculations de la part du public et des médias. La police du Lancashire a réagi rapidement, lançant une opération majeure de recherche de personnes disparues et classant immédiatement Madame Bulley comme une personne à haut risque en raison de ce qu'ils ont appelé des vulnérabilités spécifiques. La recherche a été extensive, impliquant un large éventail de ressources spécialisées, y compris des plongeurs de la police, des hélicoptères avec imagerie thermique, des drones aériens et des chiens renifleurs. Ils ont été assistés par plusieurs agences, dont le service d'incendie et de secours du Lancashire, l'équipe de sauvetage en montagne de Bowland Pennine et l'équipe de recherche sous-marine du Nord-Ouest. Le coût financier d'une telle mobilisation est considérable, une dépense nécessaire face à l'urgence, mais qui pèse lourdement sur les budgets publics. La communauté locale s'est ralliée, avec des centaines de résidents organisant leurs propres recherches dans la région. Cet élan de soutien, bien que bien intentionné, a incité la police à émettre des avertissements publics sur les dangers de la rivière et de ses berges, qu'ils ont décrites comme extrêmement dangereuses. Le 3 février, la police a publiquement déclaré son hypothèse de travail principale, que Madame Bulley était tragiquement tombée accidentellement dans la rivière Wyre et qu'il n'y avait aucune preuve de l'implication d'un tiers ou d'un acte criminel. Cette théorie, cependant, a été immédiatement accueillie avec un profond scepticisme et des critiques publiques de la part de sa famille et de ses amis. Son partenaire, Paul Ansel, et sa sœur, Louise Cunningham, ont exprimé leur incrédulité, déclarant que l'hypothèse n'était pas étayée par des preuves et qu'il n'était pas dans son caractère d'être simplement entré dans la rivière. Cette divergence a créé un conflit crucial dans le récit public. D'un côté, il y avait la théorie officielle de la police. De l'autre, l'incrédulité émotionnelle et profondément personnelle de la famille. Ce conflit a effectivement légitimé le doute public et a sapé l'autorité de la police dès le début. Il a créé un environnement où des théories alternatives, dont beaucoup étaient infondées, pouvaient gagner une traction significative. La situation s'est encore compliquée lorsqu'une équipe de recherche sous-marine privée, Specialist Group International dirigée par Peter Folding, a été engagée par la famille. Après avoir effectué une recherche au sonar dans la zone immédiate, Folding a déclaré publiquement qu'il croyait catégoriquement qu'elle n'était pas dans la section de la rivière où la police pensait qu'elle était tombée. Cette contradiction de la ligne policière, soutenue par un expert, a ajouté beaucoup de carburant au feu de la spéculation publique et a jeté un doute supplémentaire sur l'enquête officielle. Au fil des jours, la recherche de la police a étendu sa zone de recherche en aval, vers la mer à Morecambe Bay. La recherche de 23 jours a pris fin tragiquement le dimanche 19 février. 2 promeneurs ont découvert le corps de Madame Bulley dans la rivière Wyre, pris dans des roseaux et des broussailles près d'un arbre tombé. L'endroit se trouvait à environ 1 mile en aval du village de St. Michael's-on-Wyre, après un méandre de la rivière. Le lendemain, la police du Lancashire a formellement confirmé que le corps avait été identifié comme étant celui de Nicolas Bulley grâce à ses dossiers dentaires. L'hypothèse initiale de la police, si souvent mise en doute, s'était avérée correcte. En juin 2023, une enquête de 2 jours tenue au County Hall de Preston, présidée par le coroner principal, le Dr James Hadley, a fourni le récit définitif et fondé sur des preuves de la mort de Nicolas Bulley. Les débats ont servi de contre-récits puissants et méthodiques aux mois de spéculations endiablées et de théories du complot qui avaient dominé le discours public. Grâce à une présentation minutieuse de la science médico-légale, de témoignages d'experts et de preuves numériques,
l'enquête a systématiquement démantelé les rumeurs infondées et a établi la nature tragique, mais accidentelle, de sa mort. La pierre angulaire de l'enquête a été le témoignage du pathologiste du Home Office, le docteur Alison Armour, qui a pratiqué l'autopsie. Ses conclusions étaient sans équivoque. Cause du décès. Le docteur Armour a conclu que la cause du décès était la noyade. Elle a expliqué que la présence de liquide aqueux et de saleté dans les poumons et l'estomac de Madame Bulley étaient des caractéristiques classiques de la noyade, indiquant qu'elle était vivante lorsqu'elle est entrée dans l'eau, car la déglutition est un processus actif. Aucune implication d'un tiers. Interrogé directement par le coroner sur l'existence de preuves d'implication d'un tiers ou d'agression, le docteur Armour a déclaré qu'il n'y en avait aucune. Un certain nombre d'ecchymoses mineures ont été trouvées sur son corps, mais le pathologiste a confirmé qu'elle n'avait joué aucun rôle dans sa mort. Cette conclusion a directement réfuté les théories persistantes et nuisibles d'actes criminels qui avaient circulé en ligne. Résultat toxicologique. Le rapport toxicologique était une autre pièce à conviction cruciale. Il n'a révélé que des niveaux normaux et thérapeutiques d'un médicament sur ordonnance, le propranolol, dans son système et n'a trouvé aucun niveau significatif d'alcool. Le docteur Armour a déclaré que, à son avis, Madame Bulley n'avait essentiellement pas d'alcool dans son sang au moment de sa mort, les traces infimes étant compatibles avec le processus naturel de décomposition post-mortem. Ce dernier point était particulièrement significatif. La preuve scientifique que Madame Bulley n'avait pas bu le jour de sa mort a jeté rétrospectivement une lumière encore plus critique sur la décision antérieure de la police de rendre publics ses antécédents de lutte contre l'alcool. La divulgation s'est révélée être non seulement une profonde atteinte à sa vie privée, mais aussi totalement sans rapport avec les circonstances directes de l'accident mortel. Cela a souligné un échec majeur dans la stratégie de communication de la police, où une information de fond sensible, destinée à expliquer son statut de haut risque, a créé un récit public trompeur qui a finalement été démenti par les faits médico-légaux. Pour expliquer comment une personne pourrait se noyer si rapidement et silencieusement dans la rivière, l'enquête a entendu des experts de premier plan sur l'immersion en eau froide, le professeur Michael Tipton et le docteur Patrick Morgan. Leur témoignage a fourni l'explication scientifique de la tragédie. Ils ont estimé que la température de la rivière Wire ce jour-là se situait entre 3 degrés C et 5 degrés B. Entrer dans une eau aussi froide aurait déclenché une réponse de choc au froid, puissante et incontrôlable. Cette réaction physiologique comprend un halètement involontaire pour l'air. Le professeur Tipton a expliqué que si ce halètement s'était produit alors que Madame Bulley était sous l'eau, il aurait initié le processus de noyade presque instantanément. Il a témoigné que pour une personne de sa taille, juste 1 ou 2 inspirations d'eau auraient constitué une dose létale. Les experts ont déclaré que l'incapacitation aurait été incroyablement rapide. Le choc aurait provoqué une augmentation de son rythme cardiaque et de sa pression artérielle, pouvant entraîner une perte de conscience en seulement 20 à 30 secondes. Ces preuves expliquaient pourquoi elle était incapable d'appeler à l'aide ou de se sauver, fournissant un mécanisme effroyablement plausible pour sa disparition silencieuse. La criminalistique numérique a fourni un témoin crucial et non humain des derniers moments de Madame Bulley. L'analyse par la police du Lancashire de son bracelet de fitness Fitbit et de son iPhone a aidé à déterminer l'heure à laquelle elle est entrée dans l'eau. La dernière interaction humaine enregistrée avec son iPhone a eu lieu à 09.18 lorsque le volume a été ajusté. À 09.22, son Fitbit a enregistré un pic substantiel de sa fréquence cardiaque. C'est une caractéristique physiologique connue de la réponse de choc du corps à une immersion soudaine en eau froide. Le Fitbit a cessé d'enregistrer d'autres pas après 09:30. Sur la base de cette chronologie numérique, les enquêteurs de la police ont conclu que Madame Bulley est très probablement entrée dans l'eau entre 09:18 et 09:30, le pic de fréquence cardiaque faisant de 09.22 le moment le plus probable de l'entrée. Son Fitbit et les clés de sa voiture Mercedes ont été retrouvés avec son corps. Le 27 juin 2023, après avoir pesé toutes les preuves, le coroner principal, le docteur James Adderley, a rendu sa conclusion. Il a officiellement statué que la mort de Nicola Bulley
était une mort accidentelle. Il a méthodiquement abordé et rejeté les spéculations persistantes. Il a constaté qu'il y avait une absence de preuves, suggérant qu'elle avait eu l'intention de se suicider, soulignant son comportement dans la semaine précédente, où elle avait repris un traitement hormonal substitutif, arrêté de boire, et faisait des projets futurs pour des après-midi de jeu et des journées au spa avec des amis. Il a également rejeté les témoignages faisant état d'un cri, entendu plus tard ce matin-là comme non pertinent, notant que, sur la base du témoignage de l'expert, au moment où le cri a été entendu, Madame Bulley aurait déjà été morte. L'enquête, dans son intégralité, a fonctionné comme une réfutation formelle et autorisée du carnaval d'hystérie qui l'avait précédé. Elle a démontré la valeur profonde d'un processus lent, méthodique et fondé sur des preuves pour établir la vérité, contrastant fortement avec la spéculation rapide, émotionnelle et souvent sans fondement, qui avait défini l'engagement du public dans l'affaire. Bien que les conclusions de l'enquête aient finalement validé l'hypothèse originale de la police, elles sont arrivées des mois après que le récit public ait été irrémédiablement empoisonné par la désinformation. La gestion de l'affaire Nicola Bulley par la police du Lancashire est devenue un sujet d'intense surveillance nationale, révélant un fossé marqué et lourd de conséquences entre le travail de police opérationnelle de la force et sa stratégie de communication publique. Alors que la recherche physique de Madame Bulley a été plus tard saluée comme exemplaire, la gestion de l'information et l'engagement du public ont été largement considérés comme un échec catastrophique qui a exacerbé la souffrance de la famille et érodé la confiance du public. Une revue indépendante menée par le College of Policing après la conclusion de l'affaire a révélé que le travail de police de base, l'enquête et la recherche de Nicola Bulley étaient très bien menés, hautement professionnels et même exemplaires. Dès le moment où sa disparition a été signalée, la police a correctement identifié qu'elle était une personne à haut risque, une classification qui a immédiatement déclenché le déploiement de ressources importantes et appropriées. L'opération à grande échelle a fait appel à une expertise nationale et a maintenu un objectif clair sur l'hypothèse qu'elle était entrée dans la rivière. Une théorie qui, bien que publiquement décriée, s'est finalement avérée correcte. Cela présente un paradoxe fondamental. La police était opérationnellement compétente et correcte dans son évaluation, mais son incapacité à communiquer efficacement les bases de ses actions a conduit à une perception publique d'incompétence. Ce décalage souligne que dans l'environnement policier moderne, un travail opérationnel solide ne suffit pas. Il doit être accompagné d'une stratégie de communication transparente et sophistiquée pour maintenir la confiance du public. La gestion du récit public par la police a été défaillante dès le début. Un échec à fournir de manière proactive des informations et à contrôler l'histoire a créé un vide d'information. Un vide qui a été rapidement et chaotiquement comblé par la spéculation publique, les conjectures des médias et les théories du complot nuisible. Une erreur stratégique clé identifiée par la revue indépendante ultérieure a été la décision de ne pas déclarer l'enquête comme un incident critique. Selon les directives nationales de la police, l'affaire répondait à la définition d'un incident critique, et la déclarer comme telle aurait déclenché une structure de commandement plus robuste et une approche plus formalisée de la gestion des médias. Le fait de ne pas l'avoir fait a donné le ton à l'enquête et a contribué aux défis ultérieurs en matière de leadership et de communication. L'échec de communication le plus significatif et le plus dommageable s'est produit le 15 février. À ce stade, la police faisait face à une pression immense, ayant perdu le contrôle du récit public. La désinformation était endémique, avec des détectives des réseaux sociaux et même certains médias remettant en question l'accent mis par la police sur la rivière. Dans une tentative de calmer ces théories et de justifier leur stratégie d'enquête, la force a pris une décision fatidique. Lors d'une conférence de presse, des officiers supérieurs ont déclaré que Madame Bulley avait des vulnérabilités spécifiques. Plus tard dans la journée, dans une démarche très inhabituelle, la police du Lancashire a publié une déclaration officielle précisant que ces vulnérabilités étaient des problèmes importants avec l'alcool qui ont été provoqués par ses luttes continues avec la ménopause. La déclaration a également confirmé que la police était intervenue pour un signalement d'inquiétude pour le bien-être à son domicile le 10 janvier.
quelques semaines seulement avant sa disparition. Cette décision était une erreur de calcul stratégique aux proportions immenses. C'était une mesure réactive, défensive, née d'une perte de contrôle sur un récit que leur propre manque initial de communication avait contribué à créer. Au lieu de calmer les spéculations, la divulgation a déclenché une tempête de critiques. Des politiciens, dont la ministre de l'Intérieur Suella Braverman et le Premier ministre Rishi Sunak, ont exprimé leur inquiétude et ont exigé une explication. Des militants des droits des femmes et des membres du public ont accusé la police de blâmer la victime, de sexisme et d'une violation flagrante de la vie privée, arguant que de tels détails personnels n'auraient jamais été publiés à propos d'un homme. La divulgation destinée à résoudre le problème de la désinformation sur la disparition en a créé un bien plus grand. Un tollé public sur l'éthique de la police qui a irrémédiablement endommagé leur réputation et causé une immense douleur supplémentaire à la famille en deuil. Le fait que certains puissent chercher à vendre des histoires pour de l'argent a peut-être poussé la famille dans une position intenable. La famille a plus tard publié une déclaration indiquant qu'elle était au courant de l'intention de la police de publier les informations, expliquant qu'elle s'était sentie contrainte de le faire pour empêcher les gens de menacer de vendre des histoires sur elle. Cependant, un documentaire ultérieur de la BBC présentant la famille a suggéré que la police avait publié la déclaration sans leur approbation finale sur la formulation précise, ajoutant une autre couche de controverse à la gestion par la police de cette affaire sensible. Au lendemain de l'affaire, le commissaire de la police et de la criminalité du Lancashire, Andrew Snowden, a commandé une revue indépendante complète sur la gestion de l'enquête. Dirigée par le College of Policing, l'organisme professionnel national pour les forces de l'ordre, la revue a été publiée en novembre 2023 et a servi de post-mortem institutionnel officiel de la conduite de la police. Ses conclusions étaient nuancées, établissant une distinction nette entre la qualité de l'enquête elle-même et les profondes défaillances de la communication. La revue, qui a analysé plus de 350 documents et inclut des entretiens avec plus de 70 membres clés du personnel, a présenté plusieurs conclusions clés. Confirmation d'une enquête bien menée. Le rapport a affirmé sans équivoque que les aspects opérationnels de l'affaire avaient été traités à un niveau élevé. Il a décrit l'enquête et la recherche comme exemplaires et bien dotées en ressources, louant le professionnalisme des officiers impliqués. Fait crucial, la revue a déclaré qu'aucune des défaillances identifiées dans la communication ou la stratégie n'aurait changé l'issue tragique pour Nicolas Bullé. Divulgation, évitable et inutile. La conclusion la plus accablante de la revue portait sur la publication des informations personnelles sur la santé de Madame Bullé. Elle a conclu que bien que la divulgation soit légale, elle était finalement évitable et inutile. Le rapport a noté que la police avait manqué plusieurs occasions de fournir un contexte aux médias par le biais de briefings non rapportables et officieux, ce qui aurait pu éviter la nécessité d'une déclaration aussi publique et dommageable. Échec dans la gestion des médias. La revue a formellement conclu que la gestion des médias et la stratégie de communication de la police ont directement conduit à une rupture de la confiance du public. Elle a affirmé que la force a perdu le contrôle du récit médiatique à un stade très précoce, ce qui a eu un impact préjudiciable significatif sur la famille de Nicolas Bullé, la communauté au sens large et l'enquête elle-même. Une relation police-média fracturée. Le rapport a élargi sa critique au-delà du Lancashire, identifiant un problème plus large et systémique. Il a constaté que la relation entre le service de police et les médias grand public au Royaume-Uni est fracturée et que la confiance doit être reconstruite de toutes parts. La revue du College of Policing n'était pas simplement une critique. Elle a fourni une série de recommandations destinées à garantir que les leçons tirées de l'affaire soient appliquées non seulement dans le Lancashire, mais dans tout le pays. Elle a exhorté le College of Policing et le National Police Chiefs Council, NPCC, à diriger les efforts pour reconstruire la confiance entre la police et les médias en encourageant spécifiquement l'utilisation appropriée et stratégique de briefings non rapportables dans les affaires très médiatisées. Cette recommandation pointe vers un dilemme fondamental pour la police. Comment équilibrer le besoin de secret de l'enquête avec la demande de transparence du public? La suggestion de briefings non rapportables
représente une tentative de trouver une voie médiane, permettant aux journalistes accrédités et de confiance de recevoir un contexte qui éclaire un reportage responsable sans compromettre les détails sensibles. La revue a souligné que toutes les forces de police doivent reconnaître formellement l'impact profond des médias sociaux sur les enquêtes modernes et la confiance du public. Elle a recommandé que les forces développent des stratégies de communication proactives conçues pour être les premiers avec la vérité, occupant ainsi l'espace d'information avant qu'il ne puisse être rempli de désinformation. Elle a appelé à des améliorations dans le leadership stratégique et la supervision des enquêtes majeures, en particulier en ce qui concerne la déclaration formelle d'un incident critique, pour garantir qu'une structure de commandement et de communication plus robuste soit en place dès le départ. La revue du College of Policing était un document historique. Elle a officiellement reconnu que la communication publique n'est plus une compétence secondaire ou douce, mais une composante stratégique essentielle des enquêtes majeures à l'ère numérique. Elle a élevé les leçons de l'affaire Nicolas Bulley, d'une critique des erreurs d'une seule force à un ensemble de défis systémiques auxquels l'ensemble de la police britannique est confronté. La disparition de Nicolas Bulley restera dans les mémoires non seulement pour les circonstances tragiques, mais aussi pour l'environnement médiatique sans précédent et souvent toxique qu'elle a créé. Décrite par un commentateur comme un carnaval d'hystérie, l'affaire est devenue un point d'ignition pour les débats sur l'éthique des médias, la propagation de la désinformation et le flou des lignes entre le journalisme professionnel et la création de contenu sur les réseaux sociaux. Le phénomène a été alimenté par une boucle de rétroaction symbiotique et profondément problématique entre la presse grand public et le monde en plein essor des détectives en ligne. L'affaire a suscité un niveau d'intérêt médiatique stupéfiant. À son apogée, plus de 6500 articles de presse étaient publiés dans le monde en une seule journée. Bien qu'une grande partie de ces reportages soient factuels et responsables, le volume même et la pression concurrentielle ont conduit certains médias à publier des titres très spéculatifs qui ont amplifié des théories douteuses et alimenté l'appétit du public pour la conspiration. Les titres citant le pressentiment d'un expert en plongée sur l'implication d'un tiers, par exemple, ont accordé un poids excessif à l'opinion plutôt qu'aux preuves. La course au clic, et donc aux revenus publicitaires, a souvent primé sur la rigueur journalistique. La conduite de certains journalistes est allée au-delà du reportage spéculatif pour entrer dans le domaine des manquements éthiques. Après la découverte du corps de Madame Bulley, sa famille a publié une déclaration puissante et émouvante, lue par un officier de police. Dans celle-ci, ils ont spécifiquement condamné les actions de Sky News et d'ITV News pour les avoir contactés directement, alors que nous avions expressément demandé le respect de notre vie privée, décrivant l'intrusion comme honteuse. Cette plainte publique d'une famille en deuil a incité le régulateur de la radiodiffusion britannique, Ofcom, à écrire aux deux diffuseurs pour leur demander une explication sur leurs actions. La situation s'est encore compliquée lorsque certains journalistes ont accusé la police du Lancashire d'avoir orchestré la déclaration critique de la famille dans le but de détourner le blâme de leurs propres échecs. La revue ultérieure du College of Policing a enquêté sur cette affirmation et l'a jugée fausse, déclarant que seuls les officiers de liaison avec la famille de la police étaient présents lorsque la famille a rédigé la déclaration. Parallèlement à la frénésie des médias grand public, on a assisté à une croissance explosive de l'intérêt des détectives amateurs, des soi-disant détectives TikTok et des créateurs de contenu en ligne. Le hashtag du nom de Nicolas Bulley a recueilli environ 270 millions de vues sur la seule plateforme de médias sociaux TikTok, illustrant l'ampleur colossale de cette enquête parallèle. Cet intérêt en ligne s'est rapidement transposé dans le monde réel avec des conséquences profondément néfastes. Des individus de tout le pays sont descendus dans le petit village de St. Michael's-on-Wyre, non seulement pour observer mais pour participer activement à leurs propres enquêtes. Ils ont pénétré sur des propriétés privées, creusé des bois, tenté de s'introduire dans des bâtiments abandonnés, et ont filmé et harcelé les résidents locaux, tout en diffusant en direct leurs activités à des audiences en ligne. La situation est devenue si perturbatrice que la police a été contrainte d'émettre une ordonnance de dispersion pour gérer les nuisances et protéger la communauté. Pour ces créateurs, chaque vue, chaque partage
représentaient un gain potentiel, transformant une tragédie en opportunité financière. La sphère en ligne était encore plus toxique. Des théories du complot infondées et malveillantes ont prospéré, dont beaucoup accusaient sans fondement le partenaire de Madame Belé, Paul Ansel, d'être impliqué dans sa disparition et vilipendant ses amis et sa famille. La police du Lancashire a déclaré qu'elle était inondée de fausses informations, d'accusations et de rumeurs qui nuisaient à leur enquête officielle et étaient profondément pénibles pour la famille. Ce phénomène a illustré de manière frappante la ludification du crime réel, où une tragédie de la vie réelle est traitée comme une pièce de divertissement interactif. Les incitations des plateformes de médias sociaux, les j'aime, les partages et les abonnés récompensent le sensationnalisme et la controverse plutôt que l'exactitude et le respect. Cela a poussé des individus à transformer le deuil profond d'une famille en une forme de spectacle public, avec de graves conséquences dans le monde réel. L'affaire a mis en lumière une confusion inquiétante dans l'esprit du public entre les journalistes accrédités, qui sont liés par des codes juridiques et éthiques, et les créateurs de médias sociaux, qui opèrent souvent sans de telles contraintes. Cette affaire soulève des questions fondamentales sur notre consommation de l'information et notre responsabilité collective. Si vous trouvez cette analyse pertinente, n'hésitez pas à la partager pour sensibiliser votre entourage à ces enjeux cruciaux. Derrière les gros titres, les conférences de presse de la police et les vidéos virales de TikTok, il y avait une famille endurant une épreuve inimaginable. L'affaire Nicolas Bullé est, avant tout, une histoire de perte personnelle profonde qui a été projetée sous les feux les plus durs de la rampe publique. L'expérience de son partenaire, Paul Ansel, de ses 2 jeunes filles, de ses parents Ernest et Dot, et de sa sœur Louise, sert de témoignage poignant du coût humain d'une frénésie médiatique moderne. Dès le moment où Nicolas a été porté disparu, sa famille a été forcée de naviguer dans ce qu'ils ont décrit comme un enfer perpétuel. Ils étaient aux prises avec la terreur et l'incertitude d'une personne aimée disparue, tout en étant simultanément à l'épicentre d'une nouvelle mondiale. Leur deuil n'était pas une affaire privée. Il est devenu propriété publique à disséquer, débattre et juger par des millions d'inconnus. La douleur a été magnifiée de manière exponentielle par les spéculations sans fondement et les fausses accusations qui ont proliféré en ligne. Dans un documentaire ultérieur de la BBC, Paul Ansel a parlé avec émotion du torrent d'abus qu'il a reçu de la part de trolls en ligne qu'il avait présenté comme un méchant dans leur propre récit fictif. Il s'est souvenu avoir reçu des messages directs de personnes qu'il n'avait jamais rencontrées, l'accusant de meurtre avec des phrases glaçantes comme « Nous savons ce que tu as fait » et « Tu ne peux pas te cacher ». Les déclarations publiques de la famille ont plaidé à plusieurs reprises pour la fin de la spéculation follement inexacte et ont condamné la diabolisation des amis et de la famille, ce qui a ajouté une couche d'angoisse insupportable à leur souffrance. Face à cette attaque, la famille s'est battue pour protéger la mémoire de Nicolas et récupérer son récit. Leur expérience démontre comment les sujets d'une telle attention médiatique intense sont souvent déshumanisés, leurs identités réduites à des personnages dans un drame public. La personne Nicolas Bullé, la brillante maman, partenaire, fille et sœur, a été rapidement remplacée par le mystère Nicolas Bullé. La décision de la famille de participer au documentaire de la BBC, The Search for Nicolas Bullé, a été décrite comme une décision émotionnellement épuisante et difficile. Ils ont expliqué que leur motivation était de honorer Niki et de raconter leur histoire avec leurs propres mots, non filtrés par le bruit de la spéculation. Leur objectif déclaré était de fournir un dossier définitif de la femme qu'ils aimaient, de s'assurer que son héritage soit celui de la mère, de la partenaire et de la fille qu'elle était, et non la caricature créée par la frénésie publique. Cet acte peut être vu comme une tentative puissante d'affirmer leur humanité et d'avoir le dernier mot sur sa vie, une lutte poignante contre un raz-de-marée écrasant de consommation publique. Les intrusions ne se sont pas limitées au monde numérique. Comme indiqué dans leur déclaration publique, la famille a été confrontée à des contacts directs de la part des médias grand public, même après avoir expressément demandé le respect de leur vie privée pendant leurs moments les plus sombres. Leur calvaire met en lumière l'immense pression exercée sur les familles dans les affaires très médiatisées,
et souligne l'importance cruciale de l'éthique des médias et de la décence humaine lorsqu'on traite avec des personnes en état de deuil et de choc profond. La mort tragique de Nicolas Bullé a laissé une marque indélébile sur la conscience publique britannique, s'étendant bien au-delà du deuil personnel de sa famille et des limites du village du Lancashire où elle a disparu. L'affaire est devenue un événement marquant, une étude de cas complexe et difficile avec des leçons durables pour la police, les médias et la société dans son ensemble au XXIe siècle. Son héritage est défini par les questions critiques qu'elle a soulevées et les vulnérabilités institutionnelles et sociétales qu'elle a exposées. Pour la police, l'affaire Nicolas Bullé représente un tournant, démontrant de manière frappante qu'à l'ère numérique, la communication publique n'est pas un extra optionnel ou une fonction secondaire, mais une composante essentielle et non négociable d'une enquête majeure. La revue du College of Policing a validé la compétence opérationnelle de la recherche, mais a condamné les échecs de communication qui ont permis la formation d'un vide d'information. Ce vide a été inévitablement comblé par des spéculations corrosives qui ont nui à la confiance du public et entravé l'enquête. L'héritage pour les forces de l'ordre est le besoin clair et urgent de développer des stratégies de communication proactives, transparentes et stratégiquement sophistiquées. La capacité à gérer le récit public est désormais aussi essentielle que la capacité à gérer une scène de crime. Pour les médias, l'affaire a exposé une crise éthique profonde à laquelle est confronté le journalisme moderne. Elle a mis en lumière la relation fracturée et méfiante entre la police et la presse. Un fossé que le College of Policing a exhorté les deux parties à combler. Elle a révélé une boucle de rétroaction dangereuse et symbiotique entre les médias d'information grand public et les médias sociaux, où la course au clic peut conduire à l'amplification de la désinformation. Les intrusions directes dans la vie privée de la famille Bullé, même après des demandes explicites d'être laissés seuls, ont forcé une remise en question nécessaire au sein de l'industrie et ont suscité l'examen des régulateurs comme Ofcom. L'affaire contraint les médias à se confronter à une question fondamentale. À une époque où n'importe qui avec un smartphone peut être un créateur de contenu, que signifie être journaliste et quelles sont les responsabilités éthiques qui accompagnent ce titre? Quel est le prix de l'information? Pour la société et les médias sociaux, l'héritage peut-être le plus troublant de l'affaire est la lumière qu'elle a jetée sur le côté sombre de la fascination du public pour les crimes réels. Elle a révélé avec quelle facilité l'intérêt public peut se transformer en un carnaval d'hystérie, où une tragédie humaine est ludifiée et traitée comme une forme de divertissement interactif. Les actions des détectives TikTok, qui sont descendus sur St. Michael's on Wire, servent d'avertissement puissant sur les dommages réels causés lorsque la spéculation en ligne se déverse dans le monde physique, perturbant les enquêtes officielles, terrorisant les communautés locales et tourmentant une famille en deuil. L'affaire est un rappel puissant du pouvoir corrosif de la désinformation et de la responsabilité collective de la combattre. En fin de compte, l'héritage durable de l'affaire Nicolas Bullé doit être un engagement à tirer les leçons de ces douloureuses leçons. Derrière la tempête de la couverture médiatique, des revues de police et des commentaires sur les réseaux sociaux se trouvait la perte dévastatrice d'une mère, d'une partenaire, d'une fille et d'une amie. Honorer véritablement sa mémoire, c'est exiger que les futures tragédies soient traitées avec plus de compétence, une plus grande intégrité éthique et surtout, un sens profond et inébranlable de notre humanité partagée. Merci d'avoir regardé cette enquête de Traces perdues. Si ce travail vous a semblé important, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour nous soutenir et ne rien manquer de nos futures explorations. Votre soutien est le capital le plus précieux pour la continuité de cette chaîne.